Bonjour, Fabrice Jordan pour les Portes du Tao, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet qu'on me demande de traiter depuis longtemps, sexualité et taoïsme. Voilà, alors j'ai longtemps hésité avant de traiter ce sujet parce que, de mon point de vue, c'est un sujet quand même assez délicat à traiter. Maintenant, je pense qu'il est quand même intéressant d'une manière générale, d'abord parce que la sexualité est un sujet qui est tout à fait universel, qui nous concerne tous dans une certaine mesure, et aussi parce que d'une manière générale, la sexualité en spiritualité, elle a été parfois, et même pendant très longtemps, surtout sous nos latitudes, parfois mal comprise, réprimée. Et puis, on voit aujourd'hui qu'en réponse à une répression qui a été longue dans nos contrées, sous l'effet notamment du christianisme. Et d'ailleurs, quand on parle du christianisme, on parle surtout d'hommes qui, à un moment donné, ont décidé certaines choses de manière complètement humaine et complètement aléatoire, alors même que ce n'était certainement pas le courant vivifiant chrétien du début, en fait, qui a imposé un certain nombre de dogmes autour de la sexualité, mais qui ont fait tellement de mal autour de nous. En fait, à force de réprimer cette sexualité, vous voyez ce qui se passe, c'est que tout ce qui est refoulé ou trop refoulé finit par rejaillir. C'est une énergie qui est trop importante pour qu'on puisse la contenir trop longtemps. Et quand elle rejaillit, si elle a été contenue trop longtemps, comme toute énergie, elle va rejaillir de manière anarchique, trop forte, trop puissante, et donc en général, souvent de manière inadaptée. Donc c'est quand même un sujet intéressant chez nous. Vous voyez que maintenant on est entre une sorte d'hypersexualisation de la société avec des courants plutôt réactionnaires de l'autre côté. On voit ça aux États-Unis aussi, des positionnements extrêmement puritains d'un côté, avec d'un autre côté des manifestations d'hypersexualisation partout, dans les clips, vidéos, etc. Et puis aussi une sorte de flou aujourd'hui autour de la sexualité, autour des genres, etc., qui, pour le moment, crée encore pas mal de confusion et parfois aussi pas mal de tensions entre les différents groupes autour de la sexualité, justement. Alors, quelle est la position du taoïsme autour de ça ? Eh bien, ça dépend, en fait. Voilà. Donc, le taoïsme n'a pas, je pense, un positionnement, rigide autour de la sexualité. D'abord, ça va beaucoup dépendre des écoles taoïstes. Certaines écoles, comme le Chuanzhen, ont été pas mal influencées par le bouddhisme et celles-ci ont une vision plutôt monacale, plutôt de retrait. Donc c'est clair que dans ce type d'école, en tout cas ceux qui veulent se déclarer un peu puristes autour de ces écoles, ils vont vous dire que l'abstinence est un must ils vont aussi vous sortir des justifications de textes qui vous diront que l'abstinence est un must pour la longévité, pour l'immortalité, etc. Mais tout ça, voilà, ça reste des croyances, il n'y a jamais rien qui est absolu. Et honnêtement, si l'abstinence était le passage absolument obligé pour atteindre des états de conscience modifiés, de la maturité, un éveil ou ce que vous voulez, en fait, toutes les traditions du monde auraient trouvé la même chose. Or, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Donc, en fait, tout ça, ça fait partie de normes historiques, culturelles, contextuelles aussi. Et il faut faire attention à trouver quelque chose qui soit adapté à nous et qui soit adapté à nous dans notre vie de contemporain. Donc, maintenant, c'est vrai que dans le taoïsme, il y a différents courants. Donc, le Chuanzhen d'un côté, si vous voulez, qui fait partie plutôt des écoles du Nord, plutôt abstinent ou en tout cas renonçant. On a plutôt les écoles du Sud, desquelles sont issues un certain nombre de techniques d'alchimie interne, de Neidan, qui sont beaucoup moins quiétistes que les écoles du Nord, qui vont être beaucoup plus tantriques, qui vont faire bouger l'énergie. C'est en général aussi des gens, notamment dans le Zheng-Yi ou d'autres écoles du Sud, qui sont des gens qui sont mariés, qui ont une vie tout à fait laïque. Et forcément que dans ce type d'école, la relation à la sexualité est très différente. Donc on n'a pas du tout les mêmes normes. Et on ne peut pas dire qu'au niveau du taoïsme, en général, il y a une norme générale. Maintenant, je pense aussi que par rapport à la sexualité,
on est obligé de remettre en question aujourd'hui un certain nombre de concepts et de remettre en question, surtout à la lumière de la modernité. Par exemple, vous avez sûrement entendu ces adages dans le taoïsme où on voudrait qu'il faut absolument pour les hommes retenir l'éjaculation, voire ne pas éjaculer du tout. Bon, ben voilà, aujourd'hui, on a des études scientifiques extrêmement sérieuses qui prouvent que, par exemple, moins un homme éjacule, plus son risque de cancer de la prostate augmente. Donc voilà, c'est difficile d'un côté d'arriver avec des théories très anciennes qui prônent l'immortalité, puis d'un autre côté des études scientifiques qui nous disent globalement l'inverse, en fait, sans une réinterrogation, je dirais, intelligente et d'ailleurs souple, hein, puisque le taoïsme a eu cette intelligence au cours des siècles de rester souple, qui accueille les choses, qui accueille les changements, qui les prend et puis qui est tout à fait capable d'assouplir sa position. Je dirais que d'une manière générale, le taoïsme, il vise, avant des prouesses techniques, avant des prouesses énergétiques, techniques, etc., il vise avant tout à faire retrouver du naturel. Donc si déjà, en tant que pratiquant des arts taoïstes, on arrive à retrouver du naturel dans la sexualité, eh ben, franchement, c'est déjà jackpot. Hein, parce que regardez aujourd'hui, dans cette société dans laquelle on vit, il y a probablement 10, 15, peut-être 20% des gens qui ont eu des abus sexuels, d'autres qui ont eu des éducations incroyablement rigides. En fait, aujourd'hui, il y a peu de gens qui arrivent à l'âge adulte avec une sexualité tranquille, avec une sexualité pour qui ce n'est pas un sujet, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Comme quelque chose qui serait simple, qui serait naturel, qui serait joyeux, qui serait régulé selon des envies normales, en fait, enfin normales physiologiques, par exemple. Et je pense qu'il y a peu de gens qui ont cette simplicité-là. Et en plus, même pour ceux qui y arrivent, disons à 18 ans, à 20 ans, au moment où la sexualité naît vraiment, dans cet état-là, il y a aussi d'assez fortes chances que les événements qui vont arriver par la suite, entre 20, 25, 30, 35, 40, peu importe, suivant les gens qu'on rencontre, vont créer des marques, des petits traumatismes, parfois des traumatismes majeurs, qui vont encore concourir à bloquer ça. Donc je dirais qu'avant de viser à atteindre un éveil parfait au travers de la sexualité, des moments d'extase partagés, etc., je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je trouve qu'avant d'être supranormal, comme disait Swami Prajnanpad, qui n'était pas taoïste du tout, hein, essayez déjà d'être normal, il disait. Et je pense que c'est tout à fait juste. Comment est-ce qu'on peut déjà être à l'aise avec son corps, être tranquille, être dans une écoute ajustée des besoins et de soi-même et de l'autre, bien entendu, avec des choses qui s'inventent en fait entre adultes consentants et puis qui trouvent chacun, enfin je veux dire presque chaque couple finalement doit inventer sa sexualité. Et ben, si on arrive à ça, on peut dire qu'on est dans une forme de sexualité taoïste parce que c'est une sexualité qui est respectueuse, qui a peut-être un rythme qui va changer aussi avec le temps, donc il y a une forme de temporalité, d'ajustement autour du temps. Et puis, il y a de l'écoute, il y a de l'empathie, il y a du jeu, il peut y avoir de l'humour, j'espère qu'il y a de l'amour aussi, etc. Donc en fait, pour moi, ce qui signifie ou qui est la marque d'une sexualité saine, ben, c'est ça. Et en plus, il ne peut pas y avoir tellement de normes parce que si vous changez de partenaire, il va falloir réinventer une danse qui soit ajustée à ce nouveau couple. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes rythmes ni les mêmes besoins. Donc, vous savez très bien à quel point c'est parfois difficile de se réajuster dans des nouvelles relations quand on a été, par exemple, longtemps avec quelqu'un d'autre. Donc, je dirais qu'avant de viser autre chose au niveau spirituel, déjà, essayons de récupérer ça, quitte à faire des thérapies autour de ça, et surtout, je pense, en restaurant un dialogue ajusté entre partenaires et en osant bouger si on voit qu'il n'y a jamais d'écoute, s'il n'y a jamais de... Voilà, donc ça, c'est aussi notre responsabilité de pratiquant. Pas tout prendre sur nous toujours, mais de temps en temps de se dire, bah voilà, là, ça ne sert à rien d'investir parce que ça ne va jamais changer. Voilà, maintenant, admettons que ça soit atteint et garanti, on va dire. Alors après, bien sûr que peut-être il y a des... Enfin, sûrement, il y a des pratiques qu'on peut faire, alors seul ou à deux, qui sont enseignées dans le taoïsme. Alors, seul, pourquoi ?
Seul, c'est très utile quand, pendant un moment déterminé, vous n'avez pas de partenaire, par exemple. Et je pense que, par exemple, on voit dans beaucoup de scandales dans les écoles spirituelles, si on enseignait ce type de technique aux gens qui doivent être abstinents de fait, parce que les règles externes sont comme ça éviterait beaucoup d'abus, ça éviterait beaucoup de déviations en fait, autour de ce sujet-là, parce que plutôt que de retenir cette énergie puis qui doit ensuite s'exprimer de manière violente ou inadaptée, eh bien, les gens seraient capables d'utiliser doucement, gentiment, comme on dit en Suisse, cette énergie, en effet pour nourrir la physiologie. Et c'est une manière extrêmement intelligente d'utiliser cette énergie en la canalisant, en la sublimant d'une certaine manière pour la mettre au service d'autre chose, au moins pendant un temps déterminé, par exemple pendant lequel on est célibataire ou on est seul. Et alors ça, oui, c'est très très utile et il y a des enseignements dans le taoïsme autour de ça. Maintenant, il y a aussi, et ça c'est encore plus rare, je dirais, des enseignements qui peuvent se pratiquer à deux, mais ça nécessite que les deux aient envie de faire cette recherche-là, aient envie de communiquer sous cette forme-là. Ça n'empêche pas par ailleurs d'avoir une sexualité plus normale, entre guillemets, aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Mais évidemment, ça demande quand même des conditions qui sont relativement rarement réunies. Maintenant, il faut faire attention à la performance spirituelle dans la sexualité, genre l'homme ou la femme multi-orgasmique. En fait, il y a un truc des fois où on a envie de se dire, mais so what, quoi. Est-ce qu'on a besoin de sauter à l'élastique pour avoir des sensations comme ça dans une sexualité saine, par exemple, en fait? En tout cas, personnellement, tout ce que j'ai vu faire en Occident, ou ce que j'ai vu dans la très grande majorité des livres écrits par des gens pour des Occidentaux sur ce sujet-là, n'ont pas grand-chose à voir avec la sexualité taoïste traditionnelle. Quand on discute avec les maîtres, les qualifiés que je connais, et j'en connais plusieurs à qui j'ai posé la question, la plupart vont considérer que ce qu'on voit, nous, dans les livres courants, que vous connaissez certainement en Occident, je n'ai pas besoin de citer de nom, en fait, ça n'a rien à voir avec la tradition, et c'est même une sorte de dévoiement souvent de la tradition. C'est pour ça que, personnellement, je suis très prudent avec ces enseignements. Je pense que, en fait, oui, ils ont leur raison d'être, mais ils ont leur raison d'être à l'intérieur d'un enseignement plus global. Si on les sort pour en faire une sorte de jeu comme ça, qui est coupé du reste, ça n'a aucun sens, en fait. Et par contre, oui, ça peut avoir du sens dans un enseignement global, dans une cohérence globale. Et quand c'est le cas, c'est quelque chose qui se fait ou qui s'enseigne de manière très discrète, avec douceur, et qui doit vraiment s'adapter aussi aux besoins spécifiques de chacun. Et je dirais presque que tout le monde est un cas particulier pour ça, parce que ça va dépendre de la période, de votre âge, de la contextualisation, de la société, du moment, enfin bref. Il y a tellement d'éléments qui font que la réponse doit être presque individualisée à ce sujet. Ceci étant dit, ça vaut vraiment la peine, indépendamment de ça, d'être libre au niveau de sa sexualité. Parce que c'est une énergie qui est trop importante. C'est l'énergie de toute la libido au sens symbolique du terme, au sens général du terme. La libido, c'est tout ce qui nous sort de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre, avec un A majuscule, et pour créer du neuf. Alors oui, dans son aspect le plus fermé, si j'ose dire, c'est lié à la sexualité, mais il y a beaucoup d'autres modalités de la libido qui sont simplement de la rencontre, qui sont de l'échange, qui sont de la créativité, qui sont de l'art, etc. Et on a besoin de ça, on a besoin de cette créativité. Donc si pour une raison ou pour une autre, la sexualité est complètement bloquée, le bas-ventre est bloqué, ce n'est pas seulement la sexualité qui va poser problème. Si c'était que ça, à la limite, on peut encore s'orienter autour de ça ou s'organiser autour de ça. Mais le problème, c'est que si on bloque cette énergie vitale de manière très forte, c'est toute notre créativité qui va être atteinte, et ça ne va pas. Donc, de ce point de vue-là, on a tous intérêt à faire un petit point en rapport à notre sexualité d'une manière générale, et à se demander honnêtement, entre nous et dans une forme d'intimité, peut-être avec le partenaire, éventuellement la partenaire, de se demander ce qui se joue autour de nous ou en nous autour de ça, et de voir où est-ce qu'on peut être plus libre, plus
plus serein autour de ça, et peut-être aussi plus joyeux, plus tranquillement joyeux si vous voulez. Donc voilà, je ne veux pas trop rentrer dans des détails techniques de ce trajet, de petites circulations célestes, etc. Je trouve que ce n'est pas le lieu pour ça ici. Mais déjà, si on comprend ça, alors je pense qu'on comprend bien ce que peut être une sexualité taoïste, qui est simplement une sexualité tranquille, fluide, naturelle, normale, de quelque chose qui est relativement joyeux, qui peut être une danse, qui a des rythmes, etc. Et qui n'a aucune obligation ni de devoir être sexualisé à fond, ni de devoir être abstinent complètement. Ça n'a aucun sens ni dans un sens ni dans l'autre. Est-ce que le yang peut se séparer du yin? Ça a zéro sens en fait. Hein. Et donc, voilà, c'est ça, pour moi, la sexualité taoïste, c'est une sexualité qui circule, qui est tranquille, qui est douce, qui est fluide, qui est naturelle, qui répond à la nature au fond. Et donc, je vous invite quand même à réfléchir sur cet aspect-là et à peut-être peut-être bouger ou à demander de l'aide si c'est nécessaire ou à chercher des enseignements spécifiques sur ce sujet, mais grattez un peu si c'est le cas, vous ne vous contentez pas du premier livre que vous trouvez. Il faut vraiment trouver des maîtres, hommes et femmes d'ailleurs, qualifiés à ce sujet. Voilà, si ce sujet vous a intéressé, je vous rappelle peut-être de cliquer sur le like, de partager, de peut-être mettre un commentaire. C'est un petit peu d'énergie que vous nous rendez. Voilà, là, sur cette indication, eh bien, je vous laisse pratiquer, réfléchir à ce sujet. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir à la prochaine vidéo. À tout bientôt.